Ce cours va traiter des articulations du bassin et plus particulièrement de l'articulation coxo-fémorale. Nous parlerons donc plus particulièrement de l'articulation coxo-fémorale qui voit s'unir l'os iliaque et la tête du fémur. Le bassin comprend aussi les articulations sacro-iliaques de chaque côté et l'articulation de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne est une amphiarthrose. C'est un fibrocartilage renforcé par des ligaments, comme par exemple les corps vertébraux entre eux. L'articulation sacro-iliaque est l'articulation du sacrum avec les deux os iliaques de chaque côté. Il y a donc deux articulations sacro-iliaques. Cette articulation est maintenue par une capsule et un réseau de 3 ligaments très puissants. C'est une articulation amphidiarthrose car on considère deux types articulaires, une amphiarthrose qui est la partie postérieure et une diarthrose, la partie antérieure ou surface auriculaire. Cette surface auriculaire est comparable à un rail plein du côté os iliaque et un rail creux du côté sacrum. Il n'y a pas de muscles articulant ces os entre eux, mais on décrit des mouvements du sacrum dans le plan sagittal, qui sont la nutation et la contre-nutation, respectivement qui rapprochent ou éloignent les ailes iliaques, basculent le plateau sacré en avant ou en arrière. Ces mouvements sont minimes dans la vie courante et sont particulièrement importants lors de l'accouchement car ils modifient le volume du petit et du grand bassin, permettant le passage du bébé dans le bassin puis l'expulsion. Alors l'articulation coxo-fémorale est l'articulation proximale du membre inférieur. C'est l'articulation de la hanche. Il s'agit d'une articulation de type synovial, sphéroïde, une énarthrose avec donc 3 degrés de liberté. Elle unit l'os coxal au fémur et transmet donc le poids du corps au membre inférieur. On peut donc ainsi imaginer la transmission du poids du tronc qui va se faire sur le membre inférieur en passant successivement par la colonne vertébrale, les ailes du sacrum et l'articulation sacro-iliaque, l'os iliaque et en particulier la ligne arquée, puis la tête du fémur et ainsi jusque plus bas dans le membre inférieur ou membre pelvien. Il y a donc des zones de renforcement de ces structures osseuses et on peut apercevoir ici sur la tête du fémur un épaississement ici de la cavité articulaire qui correspond bien à l'endroit où les forces de pression se transmettent depuis la colonne vertébrale jusqu'au membre inférieur. Donc cette surface articulaire, l'articulation coxo-fémorale, comprend deux surfaces sphériques inversées, l'une pleine, la tête du fémur, que l'on voit ici en pointillé, et l'autre creuse ou l'acétabulum, creusé sur la face externe de l'os iliaque. C'est une articulation de grande amplitude. Alors comme toutes les diarthroses, cette articulation est constituée donc de surfaces osseuses recouvertes de cartilage hyalin. Il s'agit d'une cavité articulaire avec une membrane synoviale et des structures fibrocartilagineuses, en particulier le labrum, les ménisques, vont favoriser la congruence de cette articulation qui va être solidarisée par une capsule articulaire et des ligaments. Alors, ce schéma nous rappelle quelques points essentiels sur la face externe ou latérale de l'os iliaque. L'os iliaque est en effet constitué de 3 parties, l'ilium ou l'iliaque, le pubis et l'ischium. Il s'agit de 3 parties de l'os correspondant à 3 noyaux osseux qui vont progressivement fusionner au cours du développement et au point de fusion se trouve la cavité articulaire qui nous intéresse aujourd'hui, l'acétabulum, qui va s'articuler avec la tête fémorale. Alors, je rappelle les différents points importants de cet os.
la crête iliaque avec les épines iliaques postérieures supérieures, postéro-inférieures, la grande échancrure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite échancrure ischiatique, l'ischium et sa tubérosité, qui va se poursuivre avec la branche ischio-pubienne, et puis la troisième partie de l'os iliaque qui est le pubis. On voit qu'il y a la jonction de ces trois parties osseuses, et bien cette surface articulaire que nous allons maintenant décrire. Alors sur cette vue agrandie de la face externe de l'os iliaque, eh bien nous allons pouvoir décrire l'acétabulum. Donc comme nous venons de le dire, l'acétabulum est porté par la face latérale de l'os coxal, à la limite entre l'ilion, l'ischion et le pubis. Alors, cette surface articulaire est limitée par un rebord osseux que l'on nomme le limbus cotyloïdien. Ce limbus cotyloïdien porte trois échancrures. Ces échancrures sont situées à la limite entre l'aile iliaque et l'ischion. C'est l'échancrure ilio-ischiatique. Entre l'aile iliaque et le pubis, c'est l'échancrure ilio-pubienne, et une échancrure plus marquée entre l'ischion et le pubis. La surface semi-lunaire, qui est ici représentée en jaune, est la partie articulaire encroûtée de cartilage. Vous voyez qu'elle a globalement une forme de croissant concave en bas. Elle se termine par deux cornes, une corne postérieure, une corne antérieure. Ces deux cornes vont délimiter une incisure, qu'on appelle aussi l'incisure acétabulaire, donc située entre le pubis et l'ischion. La corne postérieure est plus basse. Alors il existe un fibrocartilage, le labrum, qui s'insère en périphérie externe de la surface semi-lunaire sur le limbus acétabulaire. Ce fibrocartilage passe en pont au-dessus des incisures et sa fonction va être d'augmenter la surface articulaire. En regard de l'incisure acétabulaire, eh bien, ce limbus va se confondre avec le ligament transverse de l'acétabulum. À ce niveau, il est encroûté de cartilage. Enfin, dans cette articulation, on peut décrire la fosse acétabulaire ou arrière-fond de l'acétabulum, qui est une surface non articulaire, centrale et comblée par un paquet adipeux. Sur cette coupe transversale du bassin, l'avant étant dans cette direction, eh bien, on retrouve notre articulation coxo-fémorale, l'articulation du pubis et les articulations sacro-iliaques avec leurs deux parties antérieures, postérieures, comme ceci. Ce schéma a principalement pour objectif de vous montrer l'orientation de l'acétabulum qui regarde vers l'avant et vers le dehors, et elle regarde aussi légèrement vers le bas. Sur cette vue antérieure de l'os iliaque, à droite étant dirigée de ce côté-là, eh bien, on retrouve notre surface articulaire et la flèche montre à nouveau l'orientation de l'acétabulum vers le bas, vers l'avant et le dehors. Sur cette planche, nous allons décrire un peu plus en détail le labrum, qui est donc un fibrocartilage s'insérant en périphérie externe de la surface semi-lunaire sur le limbus acétabulaire. On le voit ici de face, sur la face externe de l'os iliaque, représentée en rouge. Nous avons ici une coupe transversale de l'acétabulum et ici une coupe frontale de l'acétabulum. À ce niveau, la coupe passe par l'incisure acétabulaire, si bien qu'il y a une interruption de l'os. Comme nous l'avons dit, cette partie est comblée par le labrum
qui va former le ligament transverse de l'acétabulum. Cette partie, ici, est donc celle que nous voyons ici et qui forme le ligament transverse de l'acétabulum. Ce ligament est recouvert de cartilage, ce cartilage qui d'ailleurs recouvre la portion articulaire de l'acétabulum. Cette partie, ici, qui va recevoir la grande partie des forces provenant du rachis, est ce qu'on appelle le toit de l'acétabulum ou le toit du cotyle. Alors le labrum, représenté en rouge, forme une sorte de cercle, comme on le voit ici, et ce cercle, si on en fait une coupe, on voit qu'il est globalement triangulaire. Il y a une face qui va s'insérer sur l'os, sur le limbus, une face qui va être recouverte de cartilage, et une face qui va être à distance de l'articulation. On voit ici sur cette coupe transversale que le cartilage se poursuit sur la face interne du labrum. On voit aussi sur cette coupe que la partie centrale, ou la fosse acétabulaire, ici n'est pas recouverte de cartilage, elle est comblée par un petit coussinet adipeux. Le cartilage s'interrompt ici, et cette partie, qui est donc nommée la fosse acétabulaire, est non articulée. On dit qu'il existe une pression négative dans l'articulation qui maintient la hanche en place. Après avoir décrit la surface articulaire du côté de l'os iliaque, nous allons maintenant décrire la tête du fémur. Pour cela, nous allons représenter un carré et un cercle dont le diamètre est à peu près égal à un côté du carré. Ce schéma nous permettra de dessiner une vue antérieure et celui-ci, par symétrie, une vue postérieure. On voit que l'on peut ainsi, grâce à ces repères, placer l'extrémité supérieure du fémur. Alors, cette extrémité supérieure, elle comprend une tête, un grand et un petit trochanter et un col qui va unir la tête et le massif des trochanters. Alors on voit que la tête fémorale, elle a grossièrement la forme d'une sphère et la partie articulaire va représenter les 2/3 d'une sphère. Donc, ce que je représente ici, c'est la partie de la tête du fémur recouverte de cartilage et qui fait donc 2/3 de sphère. Elle fait en général moyenne 25 mm de rayon. Elle est entièrement recouverte de cartilage, à l'exception d'une petite zone qui n'est visible que sur la vue postérieure et que l'on appelle la fovea capitis, que je représente ici en vue. Cette fovea capitis va constituer une zone d'attache du ligament de la tête fémorale. On voit que globalement, la tête fémorale regarde en haut, en dedans, et on verra ensuite qu'elle regarde aussi en avant. Alors, le grand trochanter a une forme quadrilatère. Le petit trochanter est à l'union du col et de la face interne du corps du fémur. On verra après que le col fait un angle de 130 degrés avec le corps du fémur. Entre les deux trochanters, il existe sur la face antérieure une ligne intertrochantérique qui est marquée par un tubercule pré-trochantérien et un tubercule pré-trochantinien. La ligne intertrochantérique se poursuit en arrière avec la ligne de trifurcation interne de la ligne âpre. Ce trait ici, on le retrouve ici avec la ligne de trifurcation interne de la ligne âpre. En arrière,
on a plutôt une crête intertrochantérique. Cette crête intertrochantérique fait suite au bord postérieur du grand trochanter et s'unit en bas avec le petit trochanter. Alors, il existe un angle, dit angle cervico-diaphysaire, entre le col du fémur et le corps du fémur. Cet angle mesure 130 degrés. S'il est inférieur, on parle de coxa vara. S'il est supérieur à 140 degrés, eh bien, on parle de coxa valgara. Ces angles sont importants en pratique courante parce que s'ils sont anormaux, eh bien, cela va modifier les forces de pression s'exerçant au niveau de l'acétabulum et un défaut de répartition des forces de pression peut entraîner une usure précoce de l'articulation ou une arthrose de l'articulation coxo-fémorale. Alors, en revenant sur ce schéma, eh bien, on peut compléter la description de l'angle de la tête du fémur avec le corps du fémur. On voit qu'il existe un angle de 20 degrés qui s'appelle l'angle d'antéversion et cet angle est variable au cours de la vie. Alors ce schéma nous montre une vue antérieure du bassin et une coupe passant par l'extrémité supérieure du fémur. Cette coupe va nous permettre de montrer des zones de faiblesse de la région cervico-diaphysaire. En effet, les forces de pression, comme nous l'avons indiqué, se transmettent depuis la colonne vertébrale jusqu'à l'acétabulum, puis au fémur. On voit que ces forces de pression s'exercent particulièrement sur le toit de l'acétabulum. C'est la raison pour laquelle il y a souvent un épaississement à cet endroit. Puis les forces vont être transmises à la tête, au col et au massif intertrochantérien. Et on va pouvoir constater sur une radiographie l'existence de travées osseuses qui vont s'appuyer sur les corticales pour renforcer l'os. Ces travées osseuses, eh bien, on peut parfaitement les voir comme ceci. Et vous voyez donc ces lignes osseuses qui vont s'appuyer sur les corticales. On voit ici l'épaississement des corticales. On peut avoir globalement deux types de fractures. Il peut y avoir une fracture du col qui va se situer à ce niveau, une première zone de faiblesse, mais on peut aussi avoir des fractures de la région trochantérienne. Ce sont des fractures pertrochantériennes. Alors nous allons voir maintenant les principaux moyens d'union de l'articulation coxo-fémorale. La capsule s'insère sur le pourtour osseux du limbus acétabulaire et à la partie attenante de la face externe du labrum. Elle va se dédoubler pour le tendon du droit fémoral. Au niveau du fémur, sur cette vue antérieure, la capsule va s'insérer sur la ligne intertrochantérienne. Nous allons donc pouvoir la représenter comme ceci. Au niveau de l'échancrure ischio-pubienne, la capsule articulaire va s'attacher à la face externe du ligament transverse. Alors, il existe des ligaments qui vont renforcer la capsule. Il s'agit principalement du ligament antérieur ilio-fémoral ou ligament en V de Bertin représenté ici. Ce ligament est tendu de l'épine iliaque antéro-inférieure à la ligne intertrochantérienne. C'est un ligament extrêmement important qui se met en tension lorsque l'on est debout au repos, en particulier en position du garde à vous. On dit que ce ligament peut supporter jusqu'à 600 kg de traction. Ce ligament en V présente un faisceau latéral qui se termine sur le tubercule pré-trochantérien et un faisceau médial qui se termine sur le tubercule pré-trochantinien.
C'est donc le plus fort des ligaments. Il existe un autre ligament, le ligament pubo-fémoral, allant de la branche supérieure du pubis à la partie inférieure de la ligne intertrochantérienne. Vous voyez que ce ligament pubo-fémoral forme avec le ligament en V de Bertin une structure en N. Alors, il existe des bourses qui vont séparer la capsule du muscle psoas qui est en avant de cette articulation. Je vous rappelle que donc, ce muscle psoas qui va s'insérer sur le rachis vient se terminer sur le petit trochanter. On pourrait le représenter schématiquement comme ceci. Et donc, il existe une bourse entre le psoas et cette capsule. Alors, tous ces ligaments se détendent lors des mouvements de flexion et se tendent lors des mouvements d'extension de la cuisse. Si l'on regarde cette vue postérieure de l'articulation, on va voir que la capsule s'insère en arrière sur la face postérieure du col, suivant une ligne à l'union du tiers externe et des 2 tiers internes du col. Elle passe à environ 1,5 cm du petit trochanter. À noter que cette capsule ne s'insère pas sur la crête intertrochantérienne. Il existe sur cette face postérieure un ligament ischio-fémoral, ici représenté en vert, qui naît sur une gouttière sous-cotyloïdienne. Il s'insère aussi sur le limbus et le labrum, et vous voyez que ce ligament va croiser le col fémoral et se terminer par 2 ou 3 faisceaux. Un faisceau important sur la face interne du grand trochanter, et puis d'autres faisceaux à proximité du col du fémur. Alors, la fonction de ce tendon est d'impacter le fémur dans l'acétabulum lors de la rotation. Il enfonce en quelque sorte le col du fémur dans l'acétabulum comme un pas de vis. Le ligament de la tête fémorale contribue à la vascularisation de la tête fémorale. Il mesure environ 3 cm. Ce ligament ne participe pas vraiment à la stabilité de l'articulation, c'est plutôt un porte-vaisseau qu'une contention. Alors il s'insère sur le fémur, sur la fovea capitis que nous avons décrit tout à l'heure. Ces insertions sur l'os iliaque se font en 3 faisceaux. Il y a d'abord un faisceau ventral qui se termine sur la corne antérieure de la surface semi-lunaire. Il y a un faisceau postérieur qui va passer sous le ligament transverse et se fixe en arrière de la corne postérieure de la surface semi-lunaire. Et puis un faisceau moyen qui se fixe sur le ligament transverse de l'acétabulum. Alors, ce ligament a en fin de compte peu d'action mécanique. Il est surtout parcouru par des artères qui vont vasculariser la tête osseuse et le cartilage du fémur. Il joue aussi un rôle d'amortisseur élastique comblant la fossette acétabulaire et il participe au mouvement de la hanche en répartissant le liquide synovial dans la cavité articulaire. Alors ce schéma important représente une coupe frontale de l'articulation coxo-fémorale et il va nous permettre de placer les différents éléments que nous avons décrits jusqu'à présent. On peut commencer par décrire la capsule, qui est ici dessinée en bleu. On voit que cette capsule se dédouble pour engainer l'insertion du muscle droit fémoral, représenté ici en vert. Cette capsule va se terminer sur le fémur avec une insertion sur la ligne intertrochantérienne. Dans la partie inférieure, la capsule s'insère sur le ligament transverse représenté en rouge et sur la face inférieure du col fémoral. On note que les fibres les plus profondes s'insèrent sur la face inférieure du col. Il s'agit de fibres récurrentes qui vont former des freins capsulaires.
il existe des fibres circulaires qui vont former un rétrécissement de la capsule. C'est ce qu'on appelle la zone orbiculaire de Weber. Sur ce schéma, on peut aussi placer la membrane synoviale, représentée ici en violet. La membrane synoviale recouvre la face profonde de la capsule articulaire et se réfléchit le long des insertions coxales et fémorales de la capsule, et elle va se poursuivre jusqu'au pourtour des surfaces articulaires. On peut ici noter le cartilage articulaire en jaune. L'insertion de la membrane synoviale se fait sur la face externe du labrum et sur la partie intra-articulaire du col, entre la ligne d'attache de la capsule et le cartilage de la tête fémorale. Le ligament rond, représenté ici en vert, avec ses différentes attaches, est entouré d'une gaine synoviale qui lui est propre. Cette gaine synoviale indépendante s'insère sur les bords de la fovea capitis et sur les bords de l'arrière-fond de l'acétabulum. Elle se termine ici au niveau du bord interne du ligament transverse. À ce niveau, la membrane synoviale présente de nombreux plis synoviaux soulevés par les freins capsulaires. Alors, il est important de rappeler que le liquide synovial nourrit le cartilage par imbibition. Enfin, ce schéma nous permet de placer une artère qui va vasculariser la tête fémorale après avoir cheminé dans le ligament de la tête fémorale. Ceci nous rappelle que le ligament de la tête fémorale a pour principale fonction d'assurer la vascularisation de cette région osseuse. Le schéma nous rappelle que la hanche est donc une articulation à 3 degrés de liberté avec des mouvements de flexion qui vont amener la cuisse vers la face antérieure de l'abdomen, des mouvements d'extension, des mouvements d'abduction, d'adduction et des mouvements de rotation interne et externe. Voici les angles habituels de l'amplitude de ces mouvements. On va voir maintenant quelques illustrations radiologiques montrant notamment des pathologies de la hanche. Sur cette radiographie, nous allons voir un aspect typique d'arthrose de hanche se manifestant par des douleurs qui peuvent être intenses et qui peuvent aboutir à un remplacement complet de la tête fémorale et de l'acétabulum. Dans cette pathologie, il existe une altération du cartilage de la tête fémorale et de l'acétabulum à l'origine des douleurs ressenties par les patients. On voit ici, sur le côté droit de la radiographie, qu'il existe une altération du cartilage en comparaison du côté gauche. Vous voyez que l'épaisseur ici est plus importante que de ce côté, ce qui entraîne une impaction de la tête fémorale et une diminution de l'interligne articulaire que l'on montre comme ceci. Cette interligne articulaire entre l'acétabulum et la tête fémorale, dans laquelle il existe, je vous le rappelle, une pression négative, on voit qu'elle est un peu plus petite de ce côté-là. On peut reconnaître d'ailleurs sur le côté gauche l'arrière-fond ou la fosse acétabulaire, et cette petite encoche ici correspond probablement à la fovea capitis où s'insère le ligament de la tête fémorale. Alors, lorsque on est à un stade avancé de la pathologie, comme le montre cette radiographie, on est parfois amené à remplacer complètement cette tête fémorale, et on peut ainsi mettre une prothèse de hanche, comme on le voit ici. Vous voyez que cette prothèse de hanche va être insérée dans la diaphyse fémorale et fixée avec un ciment de manière à pouvoir assurer une mobilité.
Enfin, une dernière image pathologique où là, eh bien, vous pouvez reconnaître ce qu'on appelle une luxation de la hanche. Alors là, il s'agit d'une luxation chez un patient qui avait une prothèse de hanche. Et vous voyez que la tête fémorale ici, ou plutôt la prothèse, est sortie de la cupule que l'on a mise à la place de l'acétabulum.